Et voici l'été de 10 minutes chroniques, la saison des nouvelles, jusqu'au 25 août. La fin du commencement, extrait du recueil de nouvelles Un remède à la mélancolie de Ray Bradbury. Il stoppa sa tondeuse à gazon au beau milieu de la pelouse. Il venait de s'apercevoir que le soleil s'était couché et que les étoiles commençaient à briller au firmament. L'herbe, fraîchement coupée, retombée sur son envers ou sur son endroit, mourait déjà. Oui, les étoiles étaient là. Leur éclat devenait de plus en plus vif, et à présent, elles scintillaient de tout leur feu dans le ciel clair. La porte vitrée de la terrasse se referma avec un bruit sourd. Il sentit le regard de sa femme posé sur lui, tandis qu'il continuait à contempler la nuit. « C'est pour bientôt, dit-elle. » Il acquiesça. Il n'avait pas besoin de vérifier l'heure à sa montre. Comme tous ses semblables ce soir-là, il levait la tête vers le ciel qui se peuplait d'une multitude d'étoiles. Les mains agrippées à la poignée de sa tondeuse, il entendit sa femme qui criait « Viens donc t'asseoir sur la terrasse. J'ai besoin de m'occuper l'esprit. » Elle descendit les marches et traversa la pelouse. « Ne t'en fais pas pour Robert, tout ira bien. »« Mais c'est la première fois qu'on ose une chose pareille, pense donc. C'est ce soir qu'une fusée, avec des hommes à bord, va construire la première station interplanétaire. Mon Dieu, ce n'est pas possible. Cette fusée n'existe pas. Pas plus que le lieu des essais, l'heure de son départ ou les ingénieurs qui l'ont construite. Il est même sûr et certain que je n'ai jamais eu de fils du nom de Bob. Je refuse de marcher dans cette histoire. Mais que fais-tu alors dans ton jardin à observer les étoiles ? Il secoua la tête, dérouté. En me rendant au bureau ce matin, j'ai entendu à côté de moi quelqu'un qui riait à gorge déployée. Un peu surpris, je me suis arrêté et j'ai regardé tout autour de moi. Le croirais-tu ? C'était moi qui riais. Pourquoi ? Parce que je réalisais ce que Bob allait faire ce soir. J'étais parvenu à le croire. Le mot « béni », tu le sais, ne fait pas partie de mon vocabulaire, mais pour une fois, en me sentant aussi seul au milieu de cette foule, je me l'appliquais. Et puis voilà qu'au milieu de l'après-midi, je me suis surpris à fredonner un air que tu connais. Roue dans roue, roulons droit devant nous. Et de nouveau, je me mis à rire. La station planétaire, ai-je aussitôt pensé, cette roue immense aux rayons creux où notre Bob va vivre 6 à 8 mois et qui marque l'étape de son voyage vers la Lune. En revenant à la maison, d'autres paroles de cette chanson me revinrent en mémoire. La petite roue tourne par la foi, la grande par la grâce de Dieu. J'ai failli me mettre à sautiller dans la rue, à hurler, à laisser éclater ma joie. Sa femme lui tapota le bras. « S'il faut rester dehors, au moins installons-nous de manière confortable. » Ils disposèrent 2 rocking-chairs au milieu de la pelouse et s'y assirent. Les étoiles émaillaient la nuit de leurs cristaux de sel éparpillés à tous les coins du ciel. « On dirait que nous attendons le feu d'artifice qu'on tire tous les ans à Sisleyfield, » dit la femme, après un long silence. « Ce soir, il y aurait plutôt foule. » Je ne peux m'empêcher de penser à tous ces millions de gens qui en ce moment même épient le ciel avec la même angoisse. Ils attendaient en pensant à la terre qui tournait sous eux pendant qu'ils se balançaient. Quelle heure est-il ? 8h moins 11. Tu devines toujours, on dirait que tu as une pendule dans la tête. Oh, ce soir je ne peux pas me tromper. Je pourrais te dire une seconde à l'avance le moment où ils la feront partir. Attention, voici le premier avertissement, 10 minutes avant le départ. À l'ouest, 4 fusées éclairantes montèrent, empourprèrent le ciel, planèrent, vacillèrent sous le vent du désert, puis retombèrent mollement vers la terre qui les éteignit. Dans l'obscurité revenue, l'homme et la femme avaient cessé de se balancer. Après un silence, il dit « Plus que 8 minutes. » Un nouveau silence, puis 7 minutes. Un silence qui cette fois parut beaucoup plus long, et 6 minutes. Sa femme, la tête renversée en arrière, contemplait les étoiles situées juste au-dessus d'elle. Elle murmura « Pourquoi ?» Puis elle ferma les yeux et poursuivit. « Pourquoi ces fusées interplanétaires ? Pourquoi ce soir ? Pourquoi entreprendre une chose pareille ? J'aimerais tant savoir. » Il scrutait son visage,
blême sous la lumière poussiéreuse de la Voie lactée. La réponse lui brûlait la langue. Il se contint et laissa sa femme poursuivre son monologue. Ce n'est quand même pas pareil. Quand on demandait pourquoi l'on tentait l'ascension de l'Everest et qu'on répondait « parce qu'il est là ». Déjà, je n'étais pas d'accord. Ce n'était pas pour moi une réponse valable. Plus que 5 minutes, se disait-il. Un tic-tac. C'était sa montre. Roue dans roue, la petite roue, la grande roue, droit devant elle. Plus que 4 minutes. En ce moment, les hommes s'installent dans la fusée, dans la ruche bourdonnante. Toutes les lampes du tableau de bord s'allument à la fois. Il remua les lèvres. « Vois-tu, nous vivons la fin du commencement. Dorénavant, nous engloberons sous le même terme l'âge de pierre, l'âge de bronze et l'âge de fer. Ce sera l'âge où nous marchions sur cette terre en écoutant les oiseaux chanter le matin et où nous aspirions à voler. Peut-être l'appellerons-nous tout simplement l'âge de la terre, peut-être l'âge de la pesanteur. Durant des milliards d'années, nous avons combattu la pesanteur. Au stade de l'évolution où nous étions, amibes et poissons, nous luttions pour émerger de l'eau et nous soustraire à la force écrasante de la pesanteur. Parvenus sains et saufs au rivage, nous avons tenté de nous mettre debout et de préserver des méfaits de la pesanteur notre nouvelle invention, la colonne vertébrale. Une fois debout, nous avons essayé de marcher sans trébucher, puis de courir sans tomber. Des milliards d'années durant, la pesanteur nous retint attachés à cette terre, en nous narguant avec le vent et les nuages, avec les moucherons et les criquets. Aussi, ce soir, nous arrive-t-il quelque chose de tout à fait extraordinaire. Voici venue la fin du règne de la pesanteur et en même temps la fin d'une époque à jamais révolue dont nous garderons l'impérissable souvenir. J'ignore comment les historiens de l'avenir diviseront les périodes de temps. Si notre époque commencera aux légendes persanes des tapis volants, ou aux fêtes du Nouvel An chinois célébrées avec des beignets et des feux d'artifice, ou à n'importe quelle seconde de l'heure qui va suivre. Ce soir, nous parvenons au but de milliards d'années d'essais et de tentatives au terme d'efforts longs et répétés, et pour nous, humains, je dois dire fort honorables. 3 minutes, 2 minutes 59 secondes, 2 minutes 58 secondes. Mais, dit la femme, tout cela ne répond toujours pas à ma question. 2 minutes, se disait-il. Prêt, appelait la voix lointaine dans l'écouteur. Et rapide arrivait la réponse assourdie de la fusée bourdonnante de tous ses instruments. Prêt, nous sommes prêts. En admettant que nous rations ce premier départ, se disait-il, nous recommencerons. Nous enverrons un second, puis un troisième vaisseau de l'espace. Nous nous propulserons vers toutes les planètes du système solaire et ensuite vers toutes les étoiles. Nous continuerons sans relâche jusqu'à ce que des mots comme immortel et éternellement prennent leur vraie signification. Des grands mots, voilà ce que nous cherchons. L'éternité. Dès notre premier balbutiement, nous avons interrogé « Qu'est-ce que cela veut dire ?» Pour nous, dont le souffle de la mort faisait déjà courber la nuque, c'était la question primordiale. Mais si nous nous installons dans 10 000 autres terres tournant autour de 10 000 soleils inconnus, cette question perdra de son importance. L'homme, à l'image de l'espace, deviendra infini et illimité. Comme l'espace continue d'exister, l'homme existera indéfiniment. Certes, les individus mourront, comme par le passé, mais la vie humaine se perpétuera dans l'avenir aussi longtemps que nous avons besoin d'en prendre conscience pour être rassurés. Puisque nous survivrons, nous connaîtrons la paix de l'âme. Nous tiendrons enfin la réponse que nous avons tant attendue. La seule chose qui nous restera à faire sera de préserver la vie et de la transmettre. Le but est digne de nos efforts. Les fauteuils de rotin grinçaient sur l'herbe. 1 minute. 1 minute, dit-il à voix haute. Ah! Sa femme lui prit les 2 mains. J'espère que Bob... Très bien, tout ira bien pour lui. Oh mon Dieu, faites que 30 secondes. Attention. 15, 10, 5, attention. 3, 2, 1. Regarde par là! Tous les deux crièrent en même temps. Tous les deux se levèrent en même temps. Leurs sièges basculèrent en arrière. Le mari et la femme faillirent perdre l'équilibre, leurs mains tâtonnèrent à la recherche l'une de l'autre, se trouvèrent, s'agrippèrent l'une à l'autre.
Dans le ciel, ils virent une lueur fulgurante, suivie 10 secondes plus tard de l'immense fusée. Elle s'éleva lentement, à la verticale, dans un rougeoiement d'incendie, puis bascula et vola, tel un trait de feu, rejoindre les autres étoiles de la Voie lactée. Le mari et la femme s'accrochaient l'un à l'autre, comme s'ils étaient au bord d'une falaise, dominant un abîme si vertigineux et si sombre qu'il semblait ne pas avoir de fond. Le regard fixé sur le ciel, chacun entendait les sanglots de l'autre. Il s'écoula un long moment avant que le calme revînt en leur cœur et qu'ils fussent capables de prononcer un mot. « Elle est partie ? C'est bien vrai ? » ?»« Oui. »« Tout s'est bien passé, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. »« Elle ne va pas retomber ? » ?»« Non, tout s'est bien passé. Bob est sain et sauf, tout va bien. » Ils s'écartèrent l'un de l'autre. Il toucha son visage et regarda d'un air hébété ses doigts humides. Ils restèrent là encore 5 minutes, puis 10, jusqu'à ce qu'à force de contempler la nuit et ses myriades de petits clous de sel, ils eurent la rétine brûlée et un grand mal à la tête. Il leur fallut enfin refermer les paupières. « Il est temps de rentrer, dit-elle. » Il se sentait incapable de faire un pas. Dans un immense effort, mais sans que sa volonté, semblait-il, fût en cause, sa main finit par atteindre la poignée de la tondeuse. Il vit son œuvre et dit « Je n'ai plus qu'un tout petit bout à tondre. »« Mais tu ne vois plus rien ?»« J'y vois suffisamment. Il faut que je termine. Puis nous irons nous asseoir sur la terrasse avant d'aller nous coucher. » Il l'aida à porter les sièges sur la terrasse, l'y installa, puis revint poser ses 2 mains sur le manche de la tondeuse. La tondeuse à gazon. Une roue et une autre roue. Une mécanique que vous tenez dans votre main, que vous poussez, et qui cliquette vaillamment pendant que vous marchez derrière elle, plongé dans d'apaisantes réflexions. Une fusée, suivie d'un silence. Une roue qui tourne à toute vitesse, suivie d'un bruit de pas amorti, lourd de méditation. Je suis vieux comme si j'avais des milliards d'années. Ma vie a commencé il y a 1 minute. Je mesure aussi bien quelques centimètres que des centaines de milliers de kilomètres. Je suis incapable d'apercevoir mes pieds tant ils sont loin, tant ils se sont éloignés. Il faisait marcher sa tondeuse. L'herbe retombait en pluie fine et odorante tout autour de lui, et il prenait plaisir à la regarder. Il en était réconforté, détendu. Il incarnait l'humanité entière, baignant enfin dans les eaux fraîches et revigorantes de la fontaine de jouvence. C'est alors que lui revinrent à l'esprit les paroles de cette chanson sur les roues, sur la foi et sur la grâce de Dieu tout là-haut dans le ciel, là où une nouvelle petite étoile, perdue au milieu de millions d'impressionnantes étoiles, osait avancer et vaillamment continuer sa route. Il acheva de tondre son gazon. Ray Bradbury, 1948. Édition de Noël en 1961, traduit de l'américain par Jacqueline Hardy. Ray Bradbury est aussi l'auteur de Fahrenheit 451.